L'obligation de quitter le territoire à l'encontre d'une élève haïtienne du lycée de Balata a fait réagir les professeurs du STEG UTG. En débrayage ce matin, ils exigent des mesures dérogatoires pour les élèves étrangers en situation irrégulière. La Guyane, exposée aux Français de l'Hexagone, son artisanat, sa culture, mais aussi ses problèmes sociétaux dévoilés aux visiteurs du jardin d'agronomie tropicale à Paris. Nous y reviendrons. Enfin, cette semaine est sous le signe de la couleur bleue consacrée aux personnes âgées. Une série d'événements sont prévus dans toute la Guyane. Éric Donatien, directeur de l'EHPAD Eben, est notre invité ce soir. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ces tranches d'information. Pour ouvrir ce journal, cette conviction du STEG UTG enseignant, les élèves en situation illégale mais scolarisés sur le territoire doivent pouvoir bénéficier de mesures dérogatoires de la part de la préfecture. C'est ce que pensent les professeurs du lycée professionnel de Balata. Ils étaient en débrayage ce matin pendant 1 heure. Ils plaident pour le cas d'une lycéenne haïtienne qui avait obligation de quitter le territoire aujourd'hui à midi. Les détails de l'affaire avec Jonathan Lariot. Une de vos élèves risque l'expulsion. Je n'ai pas de commentaire. Voilà, je suis ici pour. C'est une simple décision de justice. J'attends ici les élèves qui sortent ou qui veulent rentrer. Je ne fais aucun commentaire. Ce sont là les seuls mots que nous adressera la proviseure adjointe du lycée de Balata. Parler de l'expulsion d'une élève étrangère est aujourd'hui un sujet tabou. Mais pour les enseignants de l'établissement, c'en est trop. Aujourd'hui, une de leurs élèves d'origine haïtienne est sommée de quitter le territoire. On lui a donné une date avec un billet d'avion, comme quoi elle serait censée partir aujourd'hui à 12h35 en Haïti, dans son pays d'origine. Or, c'est une élève extrêmement sérieuse. Elle est en première bac pro, l'année dernière en seconde bac pro. Elle est assidue, elle est travailleuse et elle aura son BEP cette année et son bac pro l'année prochaine. Malgré la confiscation de son passeport et la sommation de quitter le département, la jeune femme âgée de 21 ans s'est présentée en cours aujourd'hui. Ici, comme bon nombre d'établissements du territoire, la réglementation concernant des jeunes gens scolarisés, malgré leur situation irrégulière, est une énorme question sans réponse. Le personnel enseignant est souvent confronté à ce genre de situation, mais se dresse en tout temps en soutien aux élèves. La PAF est toujours en train d'arrêter nos élèves, que ce soit sur les chantiers ou lorsqu'ils se promènent dans la rue. Juste avant l'été, on a eu 4 élèves qui ont été assignés à résidence. Assignés à résidence, ça veut dire qu'ils sont obligés de pointer au commissariat 1 fois par semaine. Alors pendant une matinée, voire même une journée, ils ne peuvent pas se présenter en cours. La préfecture nous avait dit qu'ils s'occuperaient de ces cas d'élèves dont ils ont les dossiers en priorité. Ça va bientôt faire 4 mois, on n'a toujours pas de réponse sur ces élèves. Ce sont des élèves qui vont construire la Guyane, qui vont payer des impôts, qui vont permettre à nos routes de ne plus avoir de nid de poule, qui vont permettre de payer pour l'hôpital. Donc c'est des élèves qu'il faut aider. Pour les enseignants, hors de question que l'élève quitte la Guyane, il faut qu'elle poursuive son parcours scolaire qui semble en bonne marche. Mais le coup de gueule est poussé vers une préfecture de Guyane qui ne donne aucune réponse. Toujours dans le volet éducation, une rencontre s'est tenue ce matin entre les proviseurs de lycée de Guyane, le recteur et le président de la collectivité territoriale. Ils ont fait le point de la rentrée scolaire 2017-2018 avec en ligne de mire les besoins en infrastructure des lycées de plus en plus touchés par le manque de place. Le recteur d'académie et le président de la CTG étaient au micro de Gaël Wassim. Une rencontre qui a pour objectif de mettre sur la table l'ensemble des problèmes qu'il peut y avoir sur les équipements, sur l'organisation de la rentrée, surtout l'anticipation de la rentrée prochaine. Les principaux points, comme je vous ai dit, c'est vraiment, ça concerne les équipements. De quoi ont besoin les lycées pour fonctionner de façon optimale. Et donc, vous savez que c'est la responsabilité de la collectivité territoriale d'équiper, de construire et de réhabiliter les lycées. Donc, ça porte essentiellement sur ces questions-là. Et bien entendu, l'idée, c'est de donner les meilleurs moyens possibles aux enseignants et donc aux élèves pour que l'année scolaire se passe au mieux en termes d'équipement. Nous sommes vraiment engagés, donc comme nous l'avons dit, Maripasoula, Saint-Georges, Macoria, et j'espère sortir des ornières avec la question de Saint-Laurent. Mais en tout cas, sur les 3 lycées de Maripasoula, de Macoria et de Saint-Georges, nous avons arrêté la carte des filières en termes de formation. Nous avons déjà débattu avec les maires concernés. Nous irons voir maintenant donc, la population. Et entre-temps, nous avons lancé des appels d'offres pour le défrichage des terrains, les maîtrises d'œuvre. Ça s'avance relativement bien. Politique à présent. Le député Gabriel Serville a démissionné du Parti socialiste guyanais. Il a adressé un courrier ce week-end au secrétaire général du parti, Roland Léandre. Les raisons de cette décision avec Gaël Wassim.
Dans une lettre laconique en 4 lignes, le député Serville met un terme à 9 ans de collaboration avec le Parti socialiste guyanais. Depuis l'année dernière, l'ancien maire de Matoury menaçait de quitter le PSG. Une volonté qui coïncidait avec les troubles à la mairie de Matoury. Les trop nombreux événements qui ont émaillé la vie du parti et notamment mon activité à la tête de la mairie ne me permettent plus d'envisager une poursuite sereine dans mon activité, je cite. Son départ n'est pas une surprise pour un ancien cadre du parti qui rappelle que Gabriel Serville ne voulait jamais rentrer dans les rangs. Un comportement qui a irrité plus d'un au PSG et certainement aux forces démocratiques de Guyane où il était secrétaire général avant de rejoindre le Parti socialiste en 2008. La démission de Serville coïncide avec plusieurs autres départs survenus la semaine dernière avec l'exclusion du nouveau maire de Matoury, Serge Smock, et de sa deuxième adjointe, Anne-Michèle Robinson, ainsi que les démissions de Roger Aron et de Marius Florella, des conseillers municipaux de Matoury. L'histoire du Parti socialiste guyanais est malheureusement émaillée de ces luttes intestines, mais souvent le PSG arrive à renaître de ses cendres. À la découverte de la Guyane, c'est l'intitulé d'une exposition dans le jardin d'agronomie tropicale à Paris, organisée par l'association guyanaise Mo ici, Mo Rodbo, une occasion de présenter aux Français de l'Hexagone l'artisanat et la culture guyanaise, mais aussi de les tenir informés des problèmes sociaux du département, notamment les débats en cours à propos du projet de la Montagne d'Or. Reportage à Paris de Stéphane Alexandresco. C'est dans le jardin agronomique tropical à Paris, un lieu chargé d'histoire, que l'association guyanaise Mo ici, Mo Rodbo a organisé ce week-end une exposition appelée à la découverte de la Guyane. L'endroit choisi est méconnu des Parisiens, caché au fin fond du bois de Vincennes, fermé au public pendant 36 ans et réouvert en 2006. Ce jardin a été le lieu qui a abrité l'exposition coloniale de 1907 et c'est dans les ruines de ce qui reste des anciens pavillons de l'exposition que l'association guyanaise a organisé une visite guidée comme un pied de nez lancé à ce passé honteux. Ce monument s'appelle à la gloire, à la gloire de l'expansion coloniale. Ça veut tout dire. Il est en plusieurs morceaux. Alors je vais vous le reconstituer. La République était en haut. Les deux Chinois et tout, ils regardent la chère patrie, la belle créole était à côté. L'Afrique couchée au pied de la République. C'est au pavillon Indochine, un des rares pavillons encore en bon état, que l'association guyanaise a présenté au public l'artisanat et le folklore du pays, mais surtout a voulu mettre l'accent sur la situation de la Guyane contemporaine et les problèmes pour la population liés au projet de la Montagne d'Or. Créoles, autochtones, Bushinangé, Hmong, Guyanais, on est tous ensemble pour le développement du pays. Et justement, pour aboutir sur l'or, on a parlé du projet Montagne d'Or, qui ne rapportera rien, en définitive, à la Guyane, et qui en plus, d'après une dernière étude, pas de nous en plus, de spécialistes, est un gouffre financier. Comment on peut nous faire croire que ce projet qui va détruire la terre, ce dont nous vivons, va être une solution au désastre qui est déjà ambiant, causé par l'orpaillage illégal, donc le mercure dans l'eau, et tout ce que ça provoque comme situation pour le peuple amérindien. Nous avons une biodiversité incroyable, nous devons faire attention à notre patrimoine. C'est très important, on ne peut pas laisser n'importe qui faire n'importe quoi chez nous. Hors de question, c'est un collectif qui regroupe 110 organisations, dont 20 associations guyanaises, dont Trop Violence fait partie. Et dans les autres associations ou fondations, il y a la fondation de Nicolas Hulot. Donc il serait bon qu'il soit cohérent en tout cas. Les associations guyanaises restent mobilisées et se promettent de tenir régulièrement les métropolitains informés de ce qui se passe en Guyane. Notre but est quand même de faire savoir aux personnes vivant dans l'Hexagone qu'il y a ces problèmes-là en Guyane. C'est parti pour la semaine bleue consacrée aux personnes âgées. Tout au long de cette semaine, une série d'animations viendront égayer la vie de nos gangans, mais aussi pointer du doigt les difficultés auxquelles ils sont confrontés. C'est le cas à Petit-Bourg, en Guadeloupe, où la municipalité a décidé d'évoquer un point dont on parle peu, l'alcoolisme chez les personnes âgées. Reportage de Karen Diamin. Pour mieux appréhender les addictions et notamment celle de la consommation d'alcool chez les seniors,
un film pédagogique a été projeté à la mairie de Petit-Bourg. On a remarqué que la population avait augmenté, la population des personnes âgées augmente d'ailleurs, et il y a de plus en plus de personnes âgées qui sont en addiction. Mais c'est surtout à cause de l'isolement, de la solitude, et puis, mais c'est une addiction qui est tout à fait masquée en fait, comme on dit que c'est une épidémie tout à fait invisible. C'est pour ça que j'ai voulu, lors de cette semaine bleue, sensibiliser un peu les gens à ça. Si l'addiction à l'alcool chez les personnes âgées reste un phénomène peu connu, les risques encourus peuvent s'avérer bien plus graves. Il faut sensibiliser, montrer que la personne âgée n'a pas la même consistance que quelqu'un de 20 ans. Donc l'alcool est 10 fois plus nocif. Et puis l'alcool chez la personne âgée ne se montre pas pour des gens qui errent dans la rue. Au contraire, c'est souvent d'autres symptômes qui attirent. Beaucoup de gens qui se cassent la jambe à cause de ça, parce qu'ils sont beaucoup plus fragiles ou bien qui ont des problèmes de dépression. À cause de l'alcool, ou plusieurs problèmes psychiques, à cause de l'alcool, des problèmes de mémoire aussi, à cause de l'alcool. On ne sait pas que c'est l'alcool, on pense que c'est la vieillesse. Mais avant tout, il faut savoir une chose, ce sont des gens qui souffrent. Pour le Centre communal d'action sociale, il s'agissait également de lutter encore et toujours contre l'isolement des personnes âgées. C'est aussi un moment pour pouvoir fructifier les liens et le vivre ensemble. Bon, le thème nous incite à vivre ensemble très longtemps et en bonne santé. C'est pour cette raison que nous avons mis en place cette conférence débat, l'alcool et les aînés. De nombreuses personnes souffrent d'isolement et sombrent dans des doses exagérées de consommation exagérée d'alcool. Pendant toute la semaine, plusieurs rencontres et manifestations autour du thème « Faire société à tout âge » auront lieu dans la majorité des communes de l'archipel. Et notre invité ce soir est Éric Donatien. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc vous êtes le directeur de l'EHPAD Ébène, donc le plus vieil EHPAD en Guyane, 20 ans d'existence. Cette année, oui. Cette année, comment se prépare la Semaine bleue ici sur le territoire? Ben écoutez, enfin, en ce qui nous concerne en tout cas, c'était l'occasion pour nous de justement tirer les leçons de 20 ans d'existence, de 20 ans de pratique gérontologie, de gériatrie sur le territoire. Et puis aussi de commencer à tracer quelques pistes pour l'avenir, parce qu'on est un petit peu à la croisée des chemins. Les politiques de santé publique maintenant changent quant à leur vision de la prise en charge de nos aînés. Et puis aussi tout simplement parce que sur le plan purement guyanais, se pose la problématique de la prise en charge de nos seniors et qu'il faut maintenant poser la question. En Guyane, la question qui se pose le plus, c'est la jeunesse et la vieillesse passe un peu aux oubliettes. 6,5% seulement de personnes âgées de plus de 60 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces personnes âgées vivent bien? Mais voilà, 6%, c'est ça. C'est un chiffre ridicule, par exemple, par rapport à nos voisins martiniquais qui tournent aux alentours de 16 et quelques %. Mais il n'empêche que 6%, c'est là. Ils sont là. Il faut les prendre en compte. Et bien évidemment, il faut se poser la question de leur prise en soin jusqu'au bout de leur vie. À partir du moment où la dépendance s'installe, où la perte d'autonomie s'installe, il faut véritablement se poser les questions de savoir comment on va aider nos seniors à rester au sein de la société. Alors, l'une de ces aides est l'allocation personnalisée à l'autonomie, l'APA, qui tourne autour de 400 € par mois et par personnes âgées. Est-ce qu'aujourd'hui, ça répond à leurs besoins, à cette aide? L'APA est une aide qui vient complémenter des dispositifs qui existent déjà et qui encadre un petit peu la personne âgée, que ce soit à domicile ou en hébergement institutionnel. Rien n'est jamais suffisant. On peut toujours faire mieux. Il nous faut maintenant développer des formules un peu innovantes pour essayer d'améliorer la prise en charge. C'est clair. Et vous parliez tout à l'heure en entretien du baluchonnage. Ah, ce fameux baluchonnage. Oui, en fait, c'est un concept québécois qui a été développé dans le cadre d'une réflexion sur l'aide aux aidants. Il faut savoir que l'aidant, aujourd'hui, est au centre de nos réflexions parce qu'on s'est rendu compte que quand on s'intéresse au cas d'une personne âgée, en fait, il faut s'intéresser à la globalité de la famille qui elle-même subit le poids de cette dépendance. Et le baluchonnage, c'est tout simplement un système qui permet de faire de la garde à domicile sur des périodes en plus de l'aidant. Tout à fait. Et sur des périodes ponctuelles. Bon, par exemple, vous voulez tout simplement aujourd'hui, mercredi, aller faire vos courses, aller faire des démarches, etc. C'est juste impossible de laisser, par exemple, une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer
la laisser 1 heure seule dans un appartement, il y a danger. Mais voilà, le balichonnage, c'est qu'une professionnelle viendrait sur place et prendrait en charge cette personne pendant 1 heure ou 2. Voilà. Justement, votre EHPAD a ouvert le premier centre de jour ouvert aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Parlez-moi de ce centre qui fête aujourd'hui ses 2 semaines, tout jeune. A été inauguré effectivement il y a 2 semaines. C'est un centre qui reçoit donc les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer au stade modéré et où tout au long de la journée, on va développer un certain nombre d'activités pour essayer de restaurer de l'autonomie, restaurer un certain nombre de facultés cognitives, etc., qui effectivement, vous savez que la maladie d'Alzheimer attaque ses fonctions cognitives. Et donc le centre est inauguré il y a une petite dizaine de jours maintenant, voilà, oui, c'est ça. Aujourd'hui, il y a à peu près 14 personnes qui sont bénéficiaires. Nous espérons d'ici à la fin de l'année avoir une file active de l'ordre de 24 personnes. Voilà. Alors, dans le cadre de cette semaine bleue, un ensemble d'activités sont organisées sur tout le territoire et demain, une conférence sur le thème « Mieux vieillir ». Quel sera l'objet de cette rencontre? Mais comme je vous le disais, dans un propos liminaire, il s'agissait pour nous effectivement déjà de tirer un bilan. La gériatrie, la gérontologie, de manière plus globale, n'est pas vraiment au centre des préoccupations des politiques publiques en Guyane, et c'est normal. On peut l'admettre avec une population aussi jeune que chez nous, mais voilà, la problématique existe. Donc il s'agissait de faire le point sur ce qu'on sait faire, et puis aussi de voir un petit peu en face nos manques, peut-être quelquefois nos manquements, et puis contribuer très modestement à notre niveau à la réflexion sur des pistes, sur des dispositifs qui seraient adaptés à la société guyanaise, parce que toute société a des particularités, des spécificités, et je pense qu'on ne prendra pas en charge quelqu'un à Maripasoula comme on le prendrait dans l'Isère ou dans l'Essonne. Quelle est la particularité d'une personne âgée à Maripasoula, par exemple? Je serais bien en peine de vous le dire. Justement, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un vrai travail d'ethnosociologie qui soit fait pour pouvoir l'adapter à la gériatrie. Éric Donatien, merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous poursuivons ce journal avec quelques mots de spatial. La fusée Ariane 5 a finalement décollé après une annulation en septembre dernier. Donc un vol qui a pris 15 minutes de retard, c'était à 19h vendredi. Nous avons en interview Luce Fabreguette, vice-présidente exécutive d'Ariane Espace, qui nous explique les raisons de l'annulation de septembre dernier au micro de Pierre Tréfou. Une petite anomalie sur une ligne, c'était côté sol, hein, c'était l'ensemble de lancement. Une petite anomalie au moment du remplissage et qui a conduit à ce qu'on n'ait pas tout à fait les critères qui sont requis. On n'était pas tout à fait dans les critères qui sont requis au niveau du moteur. C'était le mode automatique qui a du coup déclenché cette... Là, on était dans la séquence qui est déroulée par les calculateurs au sol, de manière complètement automatique, les 7 minutes qui sont avant le décollage. On est très très content de cette réussite. Effectivement, on a eu un tir avorté début septembre et depuis on a travaillé pour se remettre en configuration de retour en vol et c'est une réussite ce soir. On a analysé, on a investigué sur les équipements, l'équipement qu'on avait démonté d'ici et qui était reparti chez son constructeur et qui a effectivement compris ce qui s'était passé. 2 nouveaux contrats, un contrat d'achat de lanceurs, des nouveaux Vega, puisqu'on a beaucoup de Vega en carnet de commande, donc il faut des lanceurs pour les lancer. On a beaucoup de demandes sur Vega. Et donc ça c'est le premier contrat, on a acheté 10 nouveaux lanceurs Vega. Deuxième contrat, un contrat de vente pour lancer 2 nouveaux satellites italiens qui seront lancés, le premier avec Soyuz et le deuxième avec Vega C. Une nouvelle salle polyvalente pour les sportifs de la commune de Macoria, inaugurée ce week-end. Sa réalisation a coûté plus de 2 millions d'euros. Reportage de Stéphane Govindin. 3, 2, 1... C'est parti! La salle polyvalente des arts martiaux de Macoria est le nouveau temple des disciplines telles que le judo, la boxe, le jiu-jitsu ou encore la capoeira, un espace flambant neuf au service des clubs de la commune. Voilà. Allez, voilà, regarde, voilà, le jab.
Moi, je suis arrivé à Makoria Boxing Club. C'est que nous avons de quoi travailler, nous avons un ring, nous avons une salle dédiée à la boxe. Ce qui n'avait pas auparavant, on avait des salles, mais il nous manquait du matériel. Il manquait un ring pour pouvoir boxer, pour s'exprimer, des sacs de frappe en quantité. Donc cela va pouvoir affiner l'entraînement et comment dire, donner aux boxeurs les moyens pour pouvoir s'exprimer pleinement. Notre société a tellement évolué avec tout ce que ça comporte, un certain nombre de certains messages qui passent sur les réseaux sociaux, certains parents parfois qui ont des difficultés. Donc c'est notre société, c'est notre 21e siècle qui est un peu en mal donc, de repères, et notre jeunesse bien sûr en subit donc les conséquences. Et nous avons donc cette obligation, nous avons cette nécessité donc, de leur apporter des équipements, de leur apporter une ligne directrice, de leur apporter des repères, des valeurs. Ce que je souhaite, c'est que cette jeunesse vienne s'approprier ce lieu, qu'elle s'inscrive donc dans les clubs, et surtout que la philosophie donc des arts martiaux qui prône le respect, qui prône une certaine hygiène de vie, une certaine façon donc de vivre, puisse véritablement prendre racine dans notre jeunesse pour que nous puissions aller, et surtout après que cet équipement fasse naître des futurs champions que nous retrouverons sur les différents tatamis nationaux, pourquoi pas internationaux. Le sport, un vecteur de cohésion sociale qui pourrait donner d'autres perspectives à la jeunesse de Makoria. Aujourd'hui s'ouvre la 5e édition de la Guyane Fashion Week. Cette année, les jeunes créateurs guyanais seront mis à l'honneur. Une conférence de presse est tenue ce matin à Kourou pour présenter le programme de la Semaine de la mode. Reportage de Pierre Tréfou. Pas de répit à la Fashion Week. Après New York, Londres, Milan et Paris, c'est au tour de la Guyane de lancer son marathon des défilés pour le printemps-été 2018. La mode, c'est important pour les jeunes, pour tous les âges d'ailleurs, toutes les époques, mais c'est surtout aussi cette année la tradition qui va être portée par cette Guyane Fashion Week. Donc pour nous, c'était très important de continuer à travailler avec le groupe Guyane Fashion Week afin que nos compatriotes, nos concitoyens puissent en profiter. À partir de demain, plusieurs événements autour de la mode prendront place entre Kourou et Cayenne. Défilés de mode, showroom et ateliers d'initiation. Cette année, les fashionistas seront comblés. Au niveau des designers de la Fashion Week depuis 2013, il y en a certains avec qui j'ai eu l'occasion de travailler par le biais de mon conservatoire. Et donc c'est toujours resté un échange de danse, de mode et de savoir-faire justement. Des jeunes créateurs seront mis à l'honneur et c'est surtout la mode guyanaise qui sera majoritairement représentée. Quelques stylistes étrangers venant du Suriname, de Trinidad et de Hollande viendront compléter cette Fashion Week. On ne fait pas de choix parce qu'on essaye vraiment d'intégrer tout le monde, c'est ouvert. Mais il est certain qu'il y a un grand engouement, notamment au niveau des stylistes et des designers qui se font énormément connaître et se rapprochent automatiquement de nous et s'inscrivent pour participer au défilé, notamment la Camisa d'Or où nous retrouverons 9 stylistes cette année qui défileront pour gagner le prix de la Camisa d'Or pour les professionnels et la Camisa d'Argent pour les jeunes étudiants dans le domaine de la mode. Vous avez jusqu'à la fin de la semaine pour venir découvrir et apprendre sur les métiers de la mode. La plupart des événements seront gratuits, mais attention, il faudra réserver sa place pour pouvoir y assister. C'est la fin de cette tranche d'information. Voici les titres que nous avons développés. L'obligation de quitter le territoire à l'encontre d'une élève haïtienne du lycée de Balata a fait réagir les professeurs du STEG-UTG. En débrayage ce matin, ils exigent des mesures dérogatoires pour les élèves étrangers en situation irrégulière. La Guyane exposée aux Français de l'Hexagone, son artisanat, sa culture, mais aussi ses problèmes sociétaux dévoilés aux visiteurs du jardin d'agronomie tropicale à Paris. Nous en parlions dans ce journal. Enfin, cette semaine est sous le signe de la couleur bleue consacrée aux personnes âgées. Une série d'événements sont prévus dans toute la Guyane. Éric Donatien, directeur de l'EHPAD Eben, était notre invité ce soir. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques instants avec nos confrères de BFM TV. Je vous souhaite une excellente soirée sur ATV Guyane.